L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Spécial propagande. Croissance cachée du Poudré, Dupont de Ligonnès qui réapparaît, Hugues B, victime de la BAC. Intoxication à haute dose sur les chaînes d'information. Avant de traiter donc toutes ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Calimero, Thierry Benfegoul, Marie, Jean-Marc et Armel. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider leur information en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Pas vrai, Nathalie Loiseau? Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. La propagande en France? For sure! Quoi de mieux pour débuter un entretien sur la propagande que de commencer par le maître en la matière, for sure. Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Et derrière cette pitrerie, la réalité. Une infection à l'œil cachée par les lunettes, un bilan abominable et un discours tenu par le petit VRP du World Economic Forum et du mondialisme. Et il y a des faillites qui en disent très long. Les lunettes miroirs de Macron avaient fait le buzz, leur fabricant de verre dans le Jura et aujourd'hui en liquidation judiciaire. Ah oui, quel symbole, hein. Macron, avocat des multinationales américaines, pas de nos petites entreprises. Macron a lancé, vous le savez, le narrative Choose France, les investissements miracles. J'ai montré dans plusieurs entretiens que tout cela était bidon de A jusqu'à Z. Mais il faut bien nourrir le narratif, la crédulité des téléspectateurs de BFM et de TF1. Et comme le peu de croissance est en train de fondre, il faut trouver une astuce pour mettre en lumière le Mozart de la finance. Attention, comme dirait la grosse Bachelot, c'est énorme. Les Échos. L'incroyable croissance cachée de l'économie française. Très bien cachée cette croissance. Merci les Échos. Incroyable, hein? Bigre, cela sent l'hyperbole. Regardons de plus près cette nouvelle diablerie. Croissance. En 2026, elle est en train de passer de 1% à 0,9%. Annonce mi-avril 2026. Croissance nulle ou même à moins 0,1% au premier trimestre 2026 selon l'INSEE. C'est la douche froide, c'est d'ailleurs ce qu'avait affirmé le ministre de l'économie. Le déficit public visé à 5% du PIB, mais plus personne n'y croit. Et l'inflation qui accélère. Comment cacher ces mauvais résultats? Les Échos, communication du gouvernement, la croissance cachée. En 2023, de 0,9 à 1,6%. Franchement, à Bercy, quel tocard! Ils se sont plantés de 0,7% de croissance. Bon, qui peut croire un tel bidonnage de l'INSEE? Un bidonnage de l'INSEE, un de plus. Est-ce que c'est de la propagande honteuse? On va un petit peu enquêter. Car cette croissance cachée n'a pas apporté de recettes fiscales supplémentaires. Et les déficits se sont creusés. Étonnant, non? En 2023, stagnation de la consommation des ménages, 0,8%, et recettes TVA très décevantes par rapport aux prévisions. Et en 2023, le déficit public de la France s'est élevé à 154 milliards d'euros, soit 5,5% du PIB. C'est le déficit qui nourrit cette petite croissance anémique. Vous remarquez que c'est exactement le même scénario lorsque les Français se sont appauvris et que le coût du panier de la ménagère avait explosé. Le gouvernement Macron avait communiqué sur l'augmentation du pouvoir d'achat des Français grâce aux études de l'INSEE. Voilà, c'est l'ère de la post-vérité, de la propagande lourde, grotesque, un peu comme dans l'ex-URSS. Les Russes, dans les années 70, pouvaient être frappés par la famine.
Le gouvernement a annoncé des records de production de blé, de céréales imaginaires. Propagande, propagande. D'ailleurs, regardons la définition de la propagande. Propagande, eh bien, il existe un sens neutre. Ce sont les idées que l'on veut propager. Exemple, on dit la propagande électorale. Ces tracts que nous recevons avant les élections. Propagande, sens péjoratif. Intoxication de l'opinion à travers de fausses nouvelles afin de manipuler celle-ci, l'amener à adopter un comportement ou un point de vue précis. Le propagandiste cible les émotions afin d'empêcher toute réflexion. Exemple, la diabolisation, c'est l'exemple le plus courant. On insulte l'adversaire, anti-vax, extrême droite, pro-russe, complotiste. En URSS, par exemple, c'était agent de l'impérialisme américain, saboteur petit bourgeois ou social traître. Et c'est ainsi que Macron ou Le Cornu peuvent dire tout et son contraire, balancer les plus gros bobards et plus c'est gros, plus ça passe. Remarquez que la vaseline journaliste est là pour ça. Girnov, Poédi, Rutel Krief, Bruno Jeudi, Patrick Cohen, la vaseline du pouvoir. Mais il n'y a pas que. Ceux qui se réclament de l'opposition semblent travailler main dans la main avec les macronards. La bise qui fait jaser. Aviez-vous vu déjà la présidente de l'Assemblée nationale faire la bise à l'insoumise Mathilde Panot? Et tout d'un coup... La politique, mon Dieu, quel cinéma. L'actualité du jour nous donne l'occasion de mettre en lumière cette comédie politique et surtout la fabrication de la fake news au service de la gauche et de la Macronie. Le scandale Julien Courbet du pont de Ligonnès. Mon père, est-ce que vous êtes sûr à 100% qu'il s'agit de lui? Oui, bien sûr, avec la confession en dit beaucoup. Voilà, exactement. Mais on parle de 2022. Eh oui, une affaire très curieuse. Mardi 2 juin 2026, dans l'émission Appel à témoins sur M6, Julien Courbet a diffusé le témoignage d'un homme se présentant comme prêtre nommé Père Marc. Ce dernier affirmait avoir recueilli les aveux de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 dans un monastère de Plavilla dans l'Aude. Selon son récit, Xavier Dupont de Ligonnès aurait passé 4 jours dans sa communauté religieuse. L'homme, qu'il dit avoir immédiatement identifié, était très mal dans sa peau et désespéré. Après avoir pleuré pendant 15 minutes, il aurait fini par avouer les meurtres de sa femme Agnès et de leurs 4 enfants à Nantes en 2011. Le prêtre avait précisé à l'antenne avoir brisé le secret de la confession avec l'accord préalable de l'évêque de Carcassonne. Mais quel scoop, mes aïeux! Il est trop fort, ce Julien Courbet. Mais notez un point. Ce Père Marc, entre guillemets, a brisé le secret de la confession. C'est curieux, ça. Quelle belle illustration pour la proposition de loi de Gabriel Attal et des LGTB. Quel hasard! Quelle coïncidence! L'émission tombe pile poil pour illustrer ce qu'avait demandé Gabriel Attal. Réaction de Monseigneur. Un homme se présentant comme prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne, dont j'ai la charge, a fait hier une intervention sur M6 en prétendant faire des révélations avec mon accord. Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole, ni même M6, avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à cette séquence trompeuse pour le public. Comme pour la croissance cachée du poudré, c'est entièrement bidon ce qu'a raconté Julien Courbet. C'est un bidonnage XXL et dans la communauté du frère Marc. Contacté par notre rédaction, le monastère présenté comme le lieu de la prétendue rencontre avec Xavier Dupont de Ligonnès dément catégoriquement les affirmations diffusées sur M6. Il n'y a jamais eu de frère Marc chez nous. C'est une affaire montée de toutes pièces, nous a déclaré le frère Jean-Marie. Pauvre Julien Courbet, complètement ridiculisé. On le voit par la suite pédaler dans la semoule. Aujourd'hui,
il apparaît que le monsieur qui nous a appelés nous a peut-être un peu roulé dans la farine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je prends souvent des pincettes. Enfin, dans la farine, séquence stupéfiante. Il faut dire qu'il avait fait fort, Julien. Peut-être lui, et surtout, on va être d'accord qu'il a... Quel âge aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès? 65 ans. 65 ans, c'est pas forcément un homme de 65 ans. Donc est-ce qu'il aurait pu se faire des injections, des choses ou quelque chose comme ça? Alors, évidemment qu'on On assiste clairement à un bidonnage extraordinaire sur M6. Non seulement ce pauvre monsieur ne ressemble pas à Xavier Dupont de Ligonnès, mais tu as Julien Courbet qui lui demande d'appeler pour le confirmer. Et comme si cela ne suffisait pas, affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Le faux père Marc, qui a trompé M6, a ensuite affirmé qu'il était Xavier Dupont de Ligonnès en personne et qu'il cherchait à se rendre. Cette histoire vire à la farce mytho, grotesque. Martial Bild. Dupont de Ligonnès, une bourde révélatrice. La caste médiatique pensait avoir trouvé un prêtre dénoncer des agressions dans l'église et brisant le secret de la confession au moment même où le bloc central, via Attal, veut le supprimer par la loi. Une aubaine si parfaite qu'elle a fait disparaître toute prudence journalistique. Hasard du calendrier ou pas, la bande-annonce d'un film anti-catho tourne en boucle sur les réseaux sociaux en ce moment, avec l'inénarrable Josiane Balasco. Tombée du ciel, une énième comédie française financée par le CNC, se moquant des catholiques, sortira au cinéma en août avec Fred Testo et Josiane Balasco. C'est un feu d'artifice en ce moment de la part de nos amis gauchistes, mais revenons dans le monde réel. Le pape Léon XIV menacé par l'État fanatique. Macron, Attal, Julien Courbet, l'État fanatique, la convergence des luttes, propagande acte 3. Sur BFM, nous avions eu Ilan Galbé, présenté comme un gentil étudiant, alors que c'est un militant de la France Insoumise. Et hier, nous avons eu la victime de la police, Hugues B. Fêter la victoire de notre club. Et ce qu'on a reçu, du coup, c'est des peines et, comme vous le voyez du coup à mon visage, un tabassage des agents de la BAC. Et mon cas, à moi... Voilà, débordement après le sacre du PSG, un supporter condamné dénonce des tabassages de la police. C'est ce qu'il affirme. Mais pourquoi la police l'aurait-elle arrêté? Vous visez qui? Oui, ça c'est toute la question évidemment. Mais la réalité c'est que j'ai utilisé un feu d'artifice, pas sur les forces de l'ordre. Dans la version intégrale de l'interview, Hugues reconnaît avoir tiré des mortiers. Quant aux violences policières, c'est la BAC qui m'a tabassé. Et vous avez porté plainte? Non, parce qu'en fait, j'ai pas vu de médecin, j'ai pas eu le droit. Comment BFM peut croire à ces clowns sérieux? Je crois que vous avez compris. Nous sommes en présence d'un bidonnage, une fake news, de la propagande officielle. Jérôme Sadé, le propriétaire de BFM, sert la soupe des insoumis. C'est Braun Pivet qui fait la bise à Mathilde Panot. Oui, ça sert le narratif. Violence après la victoire du PSG. Ces gens-là s'appellent aussi Raphaël, Hugues, Clément, Théo, Adrien, Maxime, Antoine. Et ils habitent pour certains dans les beaux quartiers. En tout cas, pas dans les banlieues. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. La télé trouve un émeutier et c'est un Français qui, en plus, est victime de violences policières. Mais quel hasard! Et ce Hugues B vient bien évidemment nourrir le narratif officiel qu'on entend sur RTL. Le parti vous disait de ne pas croire ce que vos yeux voyaient et ce que vos oreilles entendaient. C'était leur dernier commandement, le plus essentiel, 1984 Orwell. Mais reprenons les propos de Hugues B. Hugues B prétend être un supporter du PSG. Mais voilà, le gentil Hugues était encore supporter de l'OM il y a quelques mois. Comme quoi, les reconversions sont parfois rapides. Et lui qui se présente comme un supporter du PSG, ce Hugues B, est un militant d'extrême gauche. Tiens, invité du média décolonial Parole d'honneur et soutien du collectif anti-islamo-machin Génération EDR, dont faisait partie la Jeune Garde.
Pierre Sautarel, Hugues B est lié à Raphaël Arnaud et à la mouvance de l'ex-Jeune Garde. Cela pose une question directe. LFI a-t-elle incité ses activistes à prendre part aux violences liées aux célébrations du PSG? Vous visualisez la vérité? Le système lance ses activistes contre les policiers. Ils se font arrêter, puis ensuite, ils viennent témoigner dans les médias. Médias complices, bien évidemment. Comme si ces activistes avaient été utilisés pour cacher le réel. Mais quel réel? Les vidéos, arrestations et témoignages montrent une très forte surreprésentation de jeunes des cités, banlieues parisiennes, Seine-Saint-Denis, etc. Profil typique des violences urbaines récurrentes, Maghreb plus Afrique subsaharienne, deuxième et troisième génération. Tirs de mortier, scooters, pillage de magasins, c'est la tradition. Et le jeune français Hugues B vient témoigner des violences policières, et c'est un militant de la Jeune Garde? Bizarre, non? Des ordres reçus? Il me semble. Propagande, acte 4, le cas Xenia. Et maintenant, l'oiseau entre dans la danse. Plusieurs eurodéputés du groupe Renew demandent à l'Union européenne des sanctions contre Xenia, ex-directrice de RT France, accusée de diffusion de désinformation coordonnée sur la guerre en Ukraine. Une lettre a été adressée aux dirigeants de l'Union européenne, soutenue par une partie du groupe centriste, à l'initiative notamment de Nathalie Loiseau. Ils réclament des sanctions individuelles visant ce qu'ils qualifient de propagande pro-Kremlin dans les médias européens. Je crois qu'il est temps de rappeler la définition de propagande, celle que je vous ai lue en début d'entretien. Propagande, intoxication de l'opinion à travers de fausses nouvelles afin de manipuler celle-ci, l'amener à adopter un comportement ou un point de vue précis. Et c'est là où je suis obligé de reposer la question. Quels sont les bobards de Xenia? Et qui l'accuse? L'oiseau Soros, experte en bobards et en ingérence. Jacques Sapir, en colère. Quand l'imbécilité se marie avec la lâcheté. Démontrez d'abord en quoi Xenia a commis un délit en France. Par ailleurs, souvenez-vous que quand on agit en meute, on finit toujours avec les chiens, Pascal Canfin. Bon, on va être juste, Xenia a bien commis un délit. Si, elle débunk la propagande de l'oiseau et compagnie. Et ça, dans le monde orwellien illibéral de Macron, c'est un délit impardonnable. Pourquoi Xenia dérange? Car elle débunk la propagande OTAN. Notez le circuit. Les Ukrainiens OTAN paient des lobbyistes sur les plateaux pour défendre le narratif de la guerre. Ensuite, Kiev récolte la mise et il vient chercher les milliards à Paris. Rétrocommission, Xenia gêne ce business juteux et sanglant. Sur ce scandale, le mot de la fin avec Florian Philippot. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, les deux principales menaces sécuritaires en France pour les macronards aujourd'hui sont donc le canon français et Xenia. Oui, selon la caste politico-médiatique. Il va falloir faire un grand, très grand ménage. Vous avez été nombreux à m'écrire, mais comment se fait-il qu'il y ait encore autant de gens qui se font attraper par cette propagande grotesque, par tous ces bobards? C'est une très bonne question parce que de nombreux Français font encore confiance aux médias et à leurs méthodes de propagande. Avec Antoine, aujourd'hui, on va démonter la communication macroniste à la lueur de la théorie marketing. Bonjour Antoine. Aujourd'hui, on va un petit peu réfléchir des relations entre la manipulation et le macronisme. Vaste débat. Et pour bien comprendre la relation entre les deux, il faut remonter aux origines et notamment avec René Girard. Pourquoi René Girard, Antoine? Pourquoi René Girard? Parce que déjà, c'est un penseur très important et qui, j'allais dire, sort du bois aujourd'hui, mais comme d'habitude, sort du bois pas par la France, mais par les Américains, comme les French Theory, hein. Ils nous le piquent pour en faire un peu n'importe quoi. Parce que René Girard, on va commencer par là, mais René Girard, c'est, comment dire, il étudie, il ne prescrit pas sur ce qu'on va dire. Il ne prescrit pas, il fait une étude anthropologique, disons, hein. Il ne prescrit pas ça. Girard, son concept le plus important, c'est deux concepts, mais ils sont liés, c'est le désir mimétique et le bouc émissaire, pour aller très vite.
pour le désir mimétique, donc en fait, c'est très simple, hein, ça a l'air compliqué, mais c'est très intuitif. Le désir mimétique, c'est on désire ce que veulent les autres. C'est un désir triangulaire, c'est pas sujet-objet, c'est sujet-modèle-objet. Voilà. Vous voulez vous voulez cette montre, on va peut-être parler des... Parce que c'est de la pub, hein, tout simplement. Vous voulez la dernière Rolex parce que vous avez vu la pub avec Roger Federer ou je ne sais qui. Tout simplement, c'est tout simplement ça. C'est pour ça que c'est une étude anthropologique, mais assez simple, hein, c'est très intuitif. Euh, c'est d'ailleurs un principe de publicité. On va mettre une star sur une affiche pour créer une identification et le consommateur, en achetant le produit, s'identifie à la star. Moi, il y a quelques années, j'aimais bien Pierce Brosnan. Il faisait une pub pour une montre. On va pas donner d'ailleurs la marque de la montre. Ça paraît à l'écran. Voilà, c'était James Bond, la marque. Il y avait quelque chose. On avait envie de s'identifier à James Bond. Bon, trêve de plaisanterie. On a bien compris ce principe d'identification qui est à la base de la publicité, mais on aime, mais on rejette aussi. Donc René Oui, Girard met en place cette notion de bouc émissaire. Pourquoi vraiment a-t-on besoin de ce bouc émissaire? bah, René Girard le définit? et pour René Girard, le bouc émissaire, déjà, c'est celui qui ne rentre pas dans le groupe, hein, quelque part. Celui qui ne rentre pas dans le groupe. Et en fait, pour René Girard, et encore une fois, c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer assez facilement, quelque chose de très intuitif. La communauté se forme sur un double mouvement qui est l'inclusion et l'exclusion. Et la communauté se forme sur une exclusion. C'est je ne suis pas comme cette personne, je ne suis pas comme ces personnes, comme cette personne. Et donc, c'est poussé au paroxysme, c'est le bouc émissaire. Donc, le bouc émissaire, c'est celui qui refuse le conformisme, hein. Dans le désir mimétique, il y a quelque chose qui se rapproche vraiment beaucoup du conformisme. On y reviendra tout à l'heure au conformisme, parce que c'est toutes les études du 19e siècle. Mais dans le désir mimétique, c'est ce besoin de conformisme, tout simplement. Il y a les leaders d'opinion, mais il y a aussi l'effet de groupe, hein. On y reviendra encore une fois peut-être plus loin, mais voilà. Non, mais c'est très intéressant parce que dès qu'on appartient à un groupe, donc on adore un leader et comme on est dans une forme de dérive sectaire, on va rejeter ce qui n'appartient pas au groupe. On va même, j'ai envie de dire, l'idéaliser négativement. Prenons comme exemple la France insoumise, sa dérive sectaire. Ses boucs émissaires vont devenir Pascal Pro et CNews ou Bolloré. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, la France, où Macron a un bilan épouvantable et leur cible principale, c'est un média qui ne correspond pas à leur idéologie. Et là, on a vraiment le phénomène de bouc émissaire. Complètement. Oui, complètement, on est complètement dans le phénomène du bouc émissaire et du conformisme. Il faut absolument pas écouter ces news. Vous êtes la communauté, comment dire, la communauté, comment ils appelaient ça? Euh, j'ai perdu le nom. De la raison, le cercle de la raison. Voilà, nous sommes le cercle de la raison. Ces news, absolument pas. Ça partait de la même théorie, hein, le cercle de la raison, hein. Ah bah Nous sommes c'était à la main, hein. Je veux dire, si t'étais pas européiste, t'étais pas dans le cercle de la raison. Mais Donc on l'a nous, vécu, ça, voilà, effectivement, en tant que on- souverainiste, par exemple, on l'a vécu très longtemps. ah bah Aujourd'hui, oui. je veux dire, une fenêtre d'Overton, comme on dit aujourd'hui, qui s'est ouvert en 2010, qui s'est ouvert plutôt, je dirais, en 2018. Mais avant, on était complètement un bouc émissaire, on était même un taré, hein, au sens propre du terme, un énorme taré, si on parlait de sortie de l'Union européenne. On n'avait plus la lumière à tous les étages, hein. Et c'était vraiment Ah, le principe du bouc émissaire. On était oui, vraiment oui, on était soit idiot, soit fasciste au choix, hein. Même les deux. On va les même deux. associer les deux. Alors, d'ailleurs, je voudrais donner un exemple assez amusant, comme CNews devient un marqueur de gauche, le bouc émissaire de la gauche. François Ruffin, qui a été mis à mal par sa bande dessinée, va, dans l'émission Quelle époque, expliquer qu'il veut fermer CNews. Et que ça n'est pas encore inscrit à notre programme, mais je pense que ça va de soi, c'est une évidence. Pour nous, CNews sera fermé. C'est très intéressant parce que là, on voit très bien le phénomène de bouc émissaire Et pour et Ruffin, le bouc émissaire marqueur d'un groupe. Voilà. oui, oui. Et pour Ruffin, on peut même voir ça depuis très longtemps. Euh, Parce que sur certaines parties, il a pu être intéressant, Ruffin. Il a parlé de l'Ukraine, par exemple. Il a parlé du fait que. Enfin, il avait parlé, pardon, sur la guerre en Ukraine, où il était plutôt favorable à nos idées. Il Mm. avait parlé, alors sans nommer expressément Kluska, hein,
mais il avait parlé du fait que le sociétal avait dépassé le social et que ça l'embêtait un peu. Il en avait parlé. Pour l'Ukraine, il en avait parlé. Il avait fait une lettre à Glucksmann, justement, pour dire non, on ne peut pas être alliés parce qu'on ne pense pas pareil. Et dès qu'il avait sorti ça, il s'est fait rattraper par la meute de gauche, par la meute de gauche, de cette fausse gauche américanoïde, hein, on va le dire comme ça, parce que c'est plus Atlantiste. atlantiste. Il s'est vite fait rattraper par l'arbitre. Non, carton jaune, et il est revenu en disant oula, non, pardon, je suis désolé, je crois que mes mots ont dépassé ma pensée, vous avez pas. Voilà. On est complètement dans un truc conformiste. C'était Bah, la phrase un peu de Skinner, c'était, enfin pas de Skinner, mais du capitalisme, et ça, c'est euh, mieux vaut avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Et ah voilà. bah c'est la c'était la phrase aussi de Sartre, hein. Dire, en fait, des gauchistes dans les années 70, hein, mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Ça, c'est Exactement. Ouais, non, voilà. mais Ça, c'est leur grand principe. un exemple. Donc là, on parlait, bon, c'était très politique, mais si on s'attache au macronisme, on a connu cette situation avec l'antivax, la construction d'un bouc émissaire. Il y avait celui qui allait au pchout, et puis celui qui n'y allait pas, c'était l'antivax, c'était le déplorable, c'était le complotisme, c'était la sphère d'extrême droite. Là, on voit bien avec cette diabolisation, avec ces termes, que que les macronistes ont façonné un bouc émissaire. Et on reviendra d'ailleurs dans quelques instants sur cette notion d'anti-vax. Alors, après René Girard, il y a un personnage très important dans l'histoire de la manipulation, parce que lui, il va mettre en place cette manipulation pour la publicité. C'est un des neveux de Freud, c'est Bernays. Lui, il va travailler sur le désir. Est-ce que tu peux nous expliquer cela, Antoine? Et je sais que tu peux, bien Clairement, sûr. oui, oui, non, ce que je peux, attention, ce que je peux. Non, non, mais Bernheim, c'est un personnage intéressant parce que, alors déjà, effectivement, comme tu l'as dit, c'est le neveu de Freud. Et du coup, il a tous les travaux, j'allais dire, de son oncle sous la main. Travaux c'est ce qu'on disait un coup, qu'on critique pour la psychanalyse, etc., le côté canapé, mais on voit qu'il y avait une intuition, j'allais dire, qui était bonne sur le désir, etc. Puisque Bernays le réutilise, qui est encore une fois qui est un truc très facile. Je dis pas que Freud est quelqu'un de brillant, attention, c'est quelque chose de très facile. Il suffit comment, de connaître l'humain et même les mythes grecs, c'était déjà dit dedans, hein. C'est pas dur. Euh, Bernays n'invente rien, juste il applique. Il applique, il dit ah oui, mais en fait, ça vient de Freud aussi. Je développerai peut-être après, mais c'est le behaviorisme, etc. C'est Skinner, c'est ces gens enfin, qui ont compris. Non, on parle de Skinner dans quelques instants. Et On c'est va se ces gens concentrer sur qui voient l'humain, Bernays. qui voient l'humain comme une machine à stimuli. Voilà. Hmm. Donc, un sti- donc Bernays, effectivement, utilise ça, le désir, pour faire j'allais dire du proto-nudge, mais c'est un peu ça, c'est du nudge, mais en tout cas de la marchandisation, de la pub, hein, c'est déjà de la publicité. Voilà, c'est Euh, pour manipuler les foules pour qu'elles achètent tel ou tel produit. Il y a d'ailleurs un exemple fameux, c'est la juste- torche humaine. Alors, on voit cette torche humaine à l'écran, c'est une campagne de publicité, vous avez compris, pour un cigarettier américain. Et ça a marché du tonnerre. Quels sont les éléments dans cette publicité qui a touché le public féminin? Comment a-t-il manipulé les femmes? Parce déjà, que c'était ça, là, la cible, hein. ce qu'il faut voir, c'est l'origine, c'est le pourquoi. Là, le pourquoi est complètement, alors j'allais dire, et pas dans la manipulation, et pas dans de l'ingénierie sociale afin de contrôler les populations, c'est dans un but uniquement marchand. C'est les cigarettiers qui sont venus le voir en lui disant, Edward, parce qu'il s'appelait Edward, hein, Edward, là, on a un problème, on a la Philippe, moitié du non. marché. On a la moitié du marché qui ne fume pas, ça nous fait perdre. Pas Edouard Philippe, attention, c'est pas le même. Edward Bernays. Euh, qui, euh, qui lui a demandé, oui, mais attends, on a la moitié de la population qui fume pas, ça nous va pas, nous, c'est un manque à gagner, tout ça. Donc il a dit, vous inquiétez pas, je vais trouver une idée. Donc la torche of freedom ou la torche humaine, je sais plus, il La a torche pris humaine. l'exemple de la statue de la liberté, qui est une femme, donc fumer, c'est la liberté. Il y avait aussi, je crois, dedans, évidemment, un rapport aussi qui tournait autour du pubis, hein, parce que c'est En fait, c'est que la cigarette, selon certains psychanalystes, c'était une verge. Donc la voilà. femme s'appropriait le Non pénis. mais Voilà, voilà. il y avait cette idée d'émancipation
d'émancipation de la femme. Tout à fait. Voilà. Il a joué sur plein de stimuli différents qu'on peut voir, effectivement, le symbole phallique, la liberté, etc., qui ont fait que les femmes, effectivement, ont vu dans la cigarette une volonté, enfin, une émancipation, et Alors, donc se sont mises oui. à fumer. Ouais, sur le plan philosophique, c'est très intéressant puisque le tabac, c'est une aliénation. Oui, Cette oui, publicité va engendrer par la suite des cancers par milliers. Il y a eu d'ailleurs de très bons films là-dessus. Et d'ailleurs, je mets à l'écran d'ailleurs un de ces films sur la publicité et le tabac et sur la catastrophe, hein, parce qu'on n'est pas là pour inciter ou pour critiquer, mais pour montrer. Le tabac, par essence, c'est une aliénation. Donc la publicité qui vous vend du désir pour une aliénation, ça ne peut pas être, selon non, non, le slogan publicitaire, une émancipation. C'est une escroquerie totale, en fait. bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est effectivement, c'est de la pub, c'est du capitalisme moderne, c'est faire vendre pas ce qui est utile, faire vendre ce qui se vend et puis qui peut rapporter du pognon, tout simplement, hein. Voilà. Donc, certaines femmes se sont, par esprit de groupe et de conformisme, comme les hommes d'ailleurs, la même chose pour le tabac, le cow-boy, ils avaient l'impression d'être virils en fumant. Il y a eu un parallèle, la femme s'émancipait par le tabac, il y avait une sorte de conformisme féminin à fumer, et Bernays a parfaitement exploité donc ces phénomènes De de psychologie des conformisme. foules, hein, disons-le. C'est de la psychologie des foules, de la psychologie individuelle et de la psychologie des foules. Et encore une fois, on est dans le conformisme, c'est la même chose, c'est exactement ça. Ouais. C'est une expérience de hache. Quelques, D'ailleurs, le petit père des peuples, comme le petit moustachu en Allemagne, vont reprendre les théories de Bernays pour manipuler les foules. Il va y avoir un conformisme soviétique, comme il va y avoir un conformisme allemand du petit moustachu. Alors, je dis pas les noms trop réels, puisque ça crée des tensions avec la charte YouTube, mais je crois que tout le monde m'a compris. Alors, on va aborder on va faire une petite pause dans nos penseurs. On va aller plutôt vers la littérature avec Ionesco et Rhinocéros. Il y a ce personnage de Béranger dans Rhinocéros et Ionesco, dans une certaine mesure, répond à Bernays. Il répond à Oui, Bernays parce que il lui dit l'individu qui peut sauver le monde, le résistant, c'est celui qui va refuser le conformisme, qui va refuser la dérive sectaire d'un groupe, qui va bien sûr. s'extraire. Béranger, lui, refuse tous les groupes qu'on lui présente. Il veut rester lui-même. Oui, bien sûr, c'est le refus. Mais c'est un peu ce que je dis c'est un peu ce que je dis, c'est même carrément ce que je dis dans mon livre dans Merde où je parle de la liberté. La liberté, c'est trois choses pour moi. C'est d'abord la possibilité du refus, c'est même le refus. C'est la responsabilité, parce qu'on est déresponsabilisé aussi. Et c'est l'amour. Donc, première chose, le refus, la possibilité du refus. Effectivement, si on reste conformiste, si on est conformiste, pardon, et si on se laisse. Parce que quelque part, dans cette manipulation, mais on y reviendra tout à l'heure, dans cette manipulation qu'ils ont, il n'y a pas de coercition. C'est plus comme au 19e siècle, l'autorité, la force, etc. Là, c'est plus subtil que ça. Si on vous pousse à. C'est pour ça que Girard, je reviens à Girard, mais Girard l'étudiait aussi, c'est étudier Girard, donc pas comme un prescriveur, mais comme quelqu'un qui l'étudie, la chose, c'est aussi revoir une hygiène du désir, quoi, quelque part. Parce qu'on est des machines, enfin, l'humain restera toujours, entre guillemets, une machine désirante. Il faut mettre de la raison là-dedans, et ce que Girard propose, j'allais dire, en fond de tâche, c'est une nouvelle hygiène du désir, en disant peut-être qu'il faudrait désirer autre chose que ce que veut le groupe. Désirez ce que vous voulez vous-même. Ou, comme disait Spinoza, peut-être que le bonheur, c'est de désirer ce que l'on a déjà, par exemple. Voilà. Et c'est des recherches. Voilà. Ou Schopenhauer, apprendre à ne plus désirer. Oui, C'était voilà. déjà c'était déjà l'enseignement grec Et ce qui ou asiatique, hein. C'est l'ataraxie, c'est sortir de cette notion du désir parce que on est contrôlé. Donc on essaie de c'est être humain, sortir de ces aliénations. c'est être humain, c'est rester humain contre. C'est rester humain dans cette part. Comment dire? Parce que voilà, c'est une part d'humanité, cette manipulation. La manipulation utilise nos stimuli, nos désirs, etc. Oui, et comment dire, les behavioristes, ceux qui utilisent le nudge, etc., les psychologistes azimutés, ils n'ont pas forcément tort. Ça existe. C'est propre à l'être humain. Oui, le problème, c'est
anthropologiquement, l'être humain, en plus, a cette aspiration, un peu comme disait Bernanos, cette aspiration au vide, cette aspiration à la non-conscience. On aime bien se laisser bercer. C'est normal, c'est humain. Le problème, c'est que si on veut être vraiment humain, et pas revenir à l'état bestial, j'allais dire, ou être une machine, ce qui est la même chose, c'est-à-dire quelque chose qui répond à un stimuli, hein, c'est une machine ou une bête. Euh, et qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est la liberté humaine, c'est le libre arbitre, c'est, comme le disaient les Grecs, eux, c'est par la raison aussi que ça passe, c'est essayer de raisonner, même si ils nous envoient, je suis une bêtise, mais même s'ils nous envoient une fille magnifique pour nous dire l'Ukraine a raison, et de dire non, même si cette vie est magnifique, non, je ne pense pas, et d'utiliser notre cerveau par exemple, hein, ou autre chose. Mais c'est de continuer à utiliser la raison. Là, on est dans une société qui a annihilé complètement la raison. La philosophie grecque est morte. On n'essaye plus d'utiliser votre raison. La guerre cognitive, par Oui, exemple. oui. Non, mais ce que tu dis est fondamental. Autrefois, lorsqu'on faisait des études, on apprenait des Grecs cette notion fondamentale, l'aliénation. Ne pas se laisser aliéner. Les passions, le danger des passions. Ça, c'est fini. La société de consommation donne une injonction contraire. Vivez vos désirs. Vous devez Oui, absolument satisfaire vos désirs. Et c'est évidemment une injonction qui est voulue par les multinationales pour vendre leur camelote. Alors, on vécu va comme une aborder. liberté. C'est Oui, même vécu comme une vraie liberté. La liberté, c'est de vivre ses désirs. ouais, La liberté, c'est de vivre ses c'est- désirs. Et pire que tout, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est la liberté de vivre ses désirs, etc. Le problème, c'est que même nos désirs ne sont plus à nous, puisque c'est tout le problème du nudge, etc. C'est qu'il nous oriente vers des nouveaux désirs. On est orienté vers... absolument. Ils intègrent des gens dans des groupes et ils leur disent, attention, maintenant le conformisme, c'est ça. On y revient dans un instant, mais je voudrais qu'on aborde Skinner, parce que lui, il va apporter quelque chose de plus à Bernays, la notion de Oui, récompense. oui. C'est la même chose. Comment? Skinner, oui. Skinner, non, mais Skinner, pareil, c'est quelque chose d'assez simple. Skinner reprend les travaux de quelqu'un comme Pavlov. Skinner travaille sur le réflexe pavlovien. On veut Le orienter, sucre. voilà, on veut orienter un comportement. Eh ben, c'est un bon comportement, donc sucre. C'est un mauvais comportement, donc bâton. Voilà. Voilà. Donc lui, pudiquement, parce que attention, il est pudique, c'est un Américain. Il ne parle pas de conditionnement, il parle de renforcement. Donc on renforce. Non, mais c'est ça, c'est le renforcement. On renforce cette prédisposition vers ce truc-là par un sucre. Voilà. Donc c'est le. Voilà. Et Et si vous c'est lisez, toujours voilà, c'est cette société de marchande qui essaie de trouver des moyens pour vendre de manière plus efficace. C'est ça, en hein. plus, C'est toujours ça. Ils visent l'efficacité, la manipulation. Alors Skinner là, va on en va faire. juste Oui, la société marchande. Pour Skinner, la il parle société de la marchande. société totale. Si vous lisez Beyond Freedom and Dignity, au-delà, au-delà de la liberté et de la dignité, c'est quand même grave, hein, Oui. il suggère qu'une société rationnelle pourrait être organisée grâce à une ingénierie comportementale. C'est ça son truc, hein. Ça va très très loin. Pour Skinner, en fait, pour des gens comme ça, pour Skinner ou pour Bernays, euh, en fait, la liberté est une illusion. La liberté individuelle est une illusion, c'est une illusion qui vient du fait qu'on n'a pas conscience de nos déterminismes. Alors là, je t'arrête parce que là, tu viens de dire, comme toujours d'ailleurs, des choses très importantes, mais on retrouve cette idée chez les européistes. Oui, C'est-à-dire que eux, ce sont des sachants et les masses sont ignorantes, masses ignorantes de complotistes. Donc, elles ont besoin d'être canalisées, quasi dressées. Ça va nous permettre d'ailleurs de faire la liaison avec Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, comme il utilise des spin doctors, et ces spin doctors, ce sont évidemment, ce sont les enfants de Bernays et de Skinner, on retrouve dans Emmanuel Macron tous les éléments qu'on vient de citer. D'abord, on en a parlé un petit peu, c'est les leaders d'opinion, les influenceurs pour créer du conformisme et puis pour essayer de capter, Macron a essayé de capter leur clientèle. Cela va de Robert Hue, par exemple, hein, communiste, qui a soutenu Emmanuel Macron, le groupe Vert, bien évidemment, avec de Rugy, mais ça peut oui. aller à des leaders d'opinion faibles d'esprit. Allez, non, je suis un peu méchant, mais Magali Berda, Oui, bon. Nabila, euh, et puis des gens qui ont de fortes communautés sur les réseaux sociaux. On pense à Hugo Décrypte, qui a été
acheté par Emmanuel Macron, hein, ou l'astronaute Thomas Pesquet. Donc, on voit la volonté d'avoir des leaders d'opinion pour capter des clientèles. Le conformisme. Alors, le conformisme macroniste, on le connaît, il faut être européiste, en responsabilité, avec des termes. Et les macronistes, pendant 8, 9 ans, ont fabriqué des boucs émissaires, les complotistes, les antivax. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette notion dans quelques instants, etc. Voilà. Le monde macroniste, c'est aussi de cliver certaines clientèles pour permettre aux macronistes de dominer la sphère médiatique. Voilà, ça c'est un premier point. On va aborder quelque chose de très important, c'est le nudge. C'est un terme anglo-saxon, c'est bien dommage, mais c'est très utilisé par Emmanuel Macron et ses petits amis européistes. Qu'est-ce que c'est que ça, le nudge? Ah, le nudge, c'est la suite, hein, c'est la suite de Skinner et de Bernays, c'est la suite du behaviorisme qui étudie, j'allais dire, quelque part le comportement, qui prescrit aussi. Mais le nudge, ça veut dire coup de pouce hein, en anglais. Donc c'est un coup de pouce, c'est exactement ce que disait Skinner, c'est ce renforcement. C'est, enfin, donc, un conditionnement, hein, disons-le. C'est un conditionnement pour justement ce qu'on disait tout à l'heure. La liberté aujourd'hui, c'est vivez votre désir, mais votre désir, on va, comment dire, on va le créer, votre désir. On va le conditionner. Le nudge, c'est ça. C'est le conditionnement du désir. On vous prend pour des machines désirantes, et rien que ça. Et donc, on va orienter vos comportements. C'est pour ça que je dis c'est vraiment la suite du behaviorisme, hein. Ça ne peut être l'anglo-saxon d'ailleurs, Alors, parce que ouais, je vais donner un exemple très connu, hein, je pense que beaucoup le connaissent. Dans les urinoirs masculins, oui, tout à fait. Oui, oui, il y avait une petite mouche. oui, c'est vrai. Et évidemment, l'homme a tendance à viser sur cette petite mouche. Eh bien, ça a été pensé, enfin, c'est une petite mouche qui était dessinée au fond de l'urinoir. Ça a été pensé pour éviter que messieurs, on fasse pipi à côté. Quand on vise la mouche, eh bien, on fait moins pipi à côté, donc il y a moins de nettoyage et ça permet de faire des économies. Voilà, c'est l'idée du nudge. Alors, ça peut paraître très sympathique au départ, mais très rapidement est arrivé le nudge dark. Alors là, on est sur des techniques de manipulation assez sales. Le nudge dark. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment dire? Moi, je fais pas j'allais dire, je fais pas la distinction entre le nudge et le nudge dark dans le sens où, bah, après, c'est un pharmacone. Enfin, ça peut être un pharmacone, le nudge, dans le sens où ça pourrait, dans le sens de Skinner, être un remède. Moi, j'y crois pas vraiment. Je suis pour la liberté humaine. Donc voilà, pour moi, le nudge est forcément un nudge dark, quelle que soit la technique utilisée, ça reste un conditionnement du désir. Et conditionnement du désir, comme il n'y a pas de, j'allais dire, comment dire, comme il y a forcément une cause première, hein, comme on dit, on ne va pas rentrer dans les débats théologiques, mais comme il y a forcément une cause première, c'est qui, comme dirait l'autre, qui veut conditionner qui veut conditionner. Donc on sait très bien que le conditionnement Qui a vient le de... pouvoir? Qui a le pouvoir, voilà. Qui a le pouvoir. Donc forcément, ce nudge est orienté. Donc on sait que c'est en faveur des élites, on sait que c'est en faveur Alors, du je vais donner capital. un petit Voilà. exemple que tout le monde a connu. Euh, c'est lorsque vous voulez rompre un contrat avec une agence de téléphone, là, Orange ou Dieu sait quoi, vous avez énormément de mal. Ils ont mis en place un système pour rendre difficile la rupture de contrat. Alors, c'est les petites lignes qu'on voit pas très éloignées, c'est le fait qu'ils ne répondent pas à vos mails pour vous décourager. Et ça, c'est le nudge dark, c'est interdit. Donc, ils vous découragent de rompre un contrat. Il faut vraiment se battre, j'ai eu ça dernièrement, il faut vraiment se battre 4, 5 mois pour obtenir la rupture d'un contrat avec une Oui, agence de téléphone. Mais ça peut aller, d'ailleurs je pense que ceux qui nous écoutent, ils ont des exemples très précis et ils vont m'en donner. Et là, quand on parle de Nudge Dark, on aborde un sujet qui concerne Emmanuel Macron, mais qu'on a tous connu terriblement, c'est la pandémie. Les gens qui ont mis en place la pandémie ont utilisé du nudge dark. Alors, quels sont les éléments qui ont été mis en place par Emmanuel Macron pour nous pousser au pchout, on va dire le pchout, pour éviter la censure? euh,
Ouais, encore une fois, tout simplement, moi je pense qu'il a joué, enfin, j'allais dire tout simplement. C'est en même temps complexe et en même temps simple, tellement c'est intuitif, mais il a joué sur les bas instincts de l'être humain, tout simplement. Il a joué sur les bas instincts. Alors, pour certains, sur de la coercition pure, hein, si vous ne vous pchitez pas, vous ne pouvez pas aller au travail, donc pas nourrir vos enfants, etc. Donc là, c'est de la coercition pure, hein, vraiment. Coercition pure, encore une fois, encore subtile, parce que c'est une coercition qui n'est pas physique, c'est pas physique, mais vous n'aurez plus rien à manger. Donc voilà, mais et de l'autre Mais côté, il y a un peu de Skinner aussi, il y a la récompense. bien sûr, Il y complètement. avait la Non, non, mais récompense. bien sûr, complètement. Et de l'autre côté, une anthropologie très simple du désir mimétique, j'allais dire, mais là vraiment du conformisme. C'est du conformisme pur. Le voisin le fait, donc je vais le faire, etc. Le conformisme à l'état pur, qui est vraiment l'anthropologie humaine. Oui. Qui a D'ailleurs, ils nous ont vendu. C'est tellement 10% de honteux, c'est résistance, tellement 10% de odieux. collabo, 80% de... Voilà, Ouais. celui qui allait au p'shoot était un bon citoyen. Il était un bon citoyen parce qu'il se faisait p'shooter pour sauver mamie et papy. Il ne le faisait pas pour lui. Il y avait cette idée altruiste. On Or, est on rentré sait dans que... une expérience de H et une expérience de 1000 grammes à grande échelle. De 1000 grammes parce que Absolument. c'était soumission à l'autorité. Si l'autorité médicale le dit, d'ailleurs, l'expérience de 1000 grammes est vraiment sur l'autorité, enfin bref, sur l'autorité Mais médicale. l'argument Mais d'autorité, oui. voilà, l'argument d'autorité. Et l'expérience de H, parce que l'expérience de H, elle est fascinante. Vraiment, je trouve que c'est fascinant cette expérience. Et on va quelque part, on nous pose des questions, on sait la réponse, mais comme on nous dit que 90% des gens n'ont pas choisi cette réponse, il y a 1% il y a 1% des Français, 1% des hommes et des femmes qui vont répondre non, non, je sais ce que je dis, c'est ça la bonne réponse. Et je sais plus, le chiffre est énorme, ça doit être 99. Non, quand je dis 1%, excusez-moi, mais c'est des ordres de valeur. C'est pas exactement ça, mais c'est vraiment très peu de gens qui vont continuer en disant non, non, je pense que ma réponse est la bonne. Sinon, la plupart des gens vont se conformer à l'avis du groupe, même s'il a tort. Même si la personne sait profondément en lui qu'il a raison, il va dire non, non, mais Ah bah, il y avait cet argument qu'on m'a balancé pendant toute la pandémie. C'était, est-ce que tu sais mieux que les médecins? Toi, tu sais mieux que les médecins peut-être. Tu sais, avec ce... Et j'ai envie de dire, d'abord, l'avis que je donne, ce sont des avis scientifiques. Quant aux médecins que tu vois sur les plateaux de télévision, est-ce que ce sont de vrais médecins ou ce sont des lobbyistes? Là déjà, on change évidemment la perspective, mais tu as tout à fait raison. Ils ont créé un conformisme, l'altruisme, l'argument d'autorité, et puis la récompense. Si, alors je laisse de côté où à un moment donné, ils voulaient donner un cornet de frites, une glace ou un machin à ceux qui se faisaient shooter, mais il y avait une récompense directe en France au mois d'août que j'ai vue chez des jeunes, hélas. C'est bah oui, mais je vais retrouver ma vie sociale. Si je me fais pas shooter, je perds ma vie sociale, donc ma récompense, c'est d'aller boire un verre avec les copains. Et ça a été peut-être l'élément le plus oui, percutant dans la mise en place de la pandémie et c'est vraiment c'est un peu désespérant. Il y ça avait également retombe, la ça menace. retombe de Gaulle. Moi, ça me fait penser à la phrase de Gaulle sur la bourgeoisie qui veut dîner en ville. La Mm. bourgeoisie, voilà. C'était la bourgeoisie qui s'est fait piquer directement parce qu'on ne peut pas les empêcher d'aller dîner en ville. Donc, ils n'allaient pas aller à l'encontre de ça. C'est vraiment le Non, conformisme. voilà, ils avaient très bien vu, hein. D'ailleurs, ils avaient fait des études pour ça. Et il y avait la menace du confinement. Si vous ne vous faites pas shooter, ça sera le confinement. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens qui sont allés à la pique-pique, qui ensuite, lorsqu'ils voyaient des gens qui avaient refusé la pique-pique, les insultaient en disant: «Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me mettre nos enfants de nouveau dans les confinements?» Donc, on était à chaque fois pris entre deux feux et c'était très compliqué de lutter contre ce conformisme avec un discours qui avait été bien rodé, ce nudge dark qui avait été mis en place. Ils ont Et joué sur tous les tableaux. Ils ont joué l'argument d'autorité, le conformisme, la coercition. C'était la totale, hein. voilà, La ça a totale. été. Et lorsqu'on reprend de manière plate, c'était donc aller se faire shooter avec un produit expérimental qui ne protégeait ni de la transmission ni de l'infection et qui n'avait pas une balance bénéfice-risque pour les populations de moins de 60 ans. C'était donc un truc de fou. Et la masse est allée. Donc, mais c'est là où on peut
peut-être apporter de l'optimisme, dans la mesure où, quand on se fait avoir une fois, l'esprit humain engrange une expérience. C'était la première fois que les Français étaient confrontés à une telle chose. J'ai été agréablement surpris de voir que pour la mariole du singe, comme je l'appelle, et le tatavirus, les Français n'ont pas du tout accepté. On voit qu'il y a eu une sorte de rejet et ils n'ont pas trop insisté parce qu'ils sentaient que là, il y avait une grande colère qui montait. Voilà. Donc, on voit quand même que une chose très positive, quand tu as une expérience de groupe conformiste, tu peux quand même en acquérir un savoir. Qu'est-ce que tu en penses? Je, j'ai cette impression-là aussi, en tout cas, je l'espère. Je l'espère parce qu'après, sinon, on tombe dans cette question, de toute façon, qui est la plus grande question de toutes, qui est un peu la question de Bernanos, j'allais dire, mais qui est la question humaine. Et c'est comment fait-on des hommes libres? Voilà, comment fait-on des hommes libres? Et là, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse, toi non plus, personne ne l'a, mais c'est cette question qu'il faut se poser tout le temps. Donc, est-ce que l'expérience en fait partie? Oui, de cette réponse, oui, certainement. On se fait avoir une fois, pas deux, même s'il y en a qui se feront avoir deux fois. Bon, il y en a Euh, qui se sont fait avoir 6 fois, mais ce que l'on constate, c'est que au fil du temps, le groupe de gens bien sûr, qui se fait avoir se réduit. bien sûr, Par oui, oui. exemple, la troisième pic-pic, il n'y avait plus que 40%, je crois. À la quatrième, c'était plus que 10%, et 5 6e, c'était 3 4%. Donc, on voit qu'au fil du temps, les gens ont dit non Oui, de oui. manière massive. Non, mais j'ai cette impression-là aussi. Mais voilà, c'est plus largement, j'allais dire plus largement au-delà au-delà de la pandémie, il y a d'autres choses. Il y a énormément de choses où on est sujet au quotidien, j'allais dire, hein. Où on est sujet au nudge, ou en tout cas au comportementalisme, pour aller plus largement que le nudge. Et c'est là la question, c'est comment crée-t-on pour moi, comment continue-t-on à être libre? Puisqu'on est sujet, je veux dire, même si on y réfléchit comme nous, là, tout de suite, et comme nos auditeurs, mais nos spectateurs, pardon, Oh, ils nous on, écoutent aussi. euh, on y est toujours sujet, c'est toujours le risque. On ne sait pas comment ils savent, on ne sait pas comment ils manipulent, j'allais dire. On ne sait pas, voilà, c'est tout un travail, c'est une hygiène, j'allais dire, une hygiène de la liberté même, c'est une hygiène de la liberté au quotidien, au quotidien. Tout à fait. Euh, je- on a dégagé beaucoup de choses dans notre dialogue. Et je montrerai à travers toute la semaine que la campagne électorale d'Édouard Philippe ou de Gabriel Attal utilise ces éléments qui ont été mis en place par Bernays, Skinner et les autres, parce que là, on a fait de la théorie simple. Oui. Il y a évidemment des spin doctors qui ont utilisé Non, mais qui ont... ils font le truc très simple, je veux dire, qui est comme disait, parce que ça nous vient finalement de l'élection. On peut commencer ça, les spin doctors, etc. On peut dater ça à peu près de 65. Celui qui Mhm. ramène ça, c'est le Canuet, par le biais de Servan Schreiber de l'Express, qui ramène ça des États-Unis. C'est un truc purement américain, c'est, comme disait De Gaulle, se faire lancer, se faire lancer comme une savonnette, quoi. Ils veulent me lancer comme une savonnette ou comme un paquet de lessive. C'est le Mhm. candidat à l'élection présidentielle est un produit comme un autre. Est Un un produit produit, marketing. c'est un produit Et, marketing. et lorsqu'on est face à Gabriel Attal ou Édouard Philippe, c'est un produit marketing vide, parce que tu peux avoir un produit intéressant. Quelqu'un peut te Oui, vendre un bon vin, il peut te vendre quelque chose dont tu as besoin. Là, on n'a pas besoin de Gabriel Attal, on n'a pas besoin d'Edouard Philippe, et je reste poli en disant cela, parce qu'on peut aller un peu plus loin, et ils essaient malgré tout d'en faire des objets de désir. oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, des objets de désir et de créer une sorte de conformisme européiste autour d'eux. Donc, avec ces éléments, ben, on pourra étudier la campagne électorale de Gabriel Attal et d'Édouard Philippe et voir comment ils essaient de manipuler l'opinion par le biais de ces éléments marketing. Voilà. Bien sûr, mais comme ils nous sortiront à la fin le classique, hein, j'allais dire le classique du comportementalisme politique, c'est le barrage contre la haine, etc. C'est le barrage contre Voilà. l'extrême. C'est-à-dire, ils ont construit une image du bouc émissaire qui n'a aucune consistance. Il suffit d'écouter Bardella pour s'en convaincre. Il devient plus macroniste qu'Emmanuel Macron lui-même. Et ils nous disent ça, c'est l'extrême droite. Ce qui est quand même une des plus grosses farces
des plus grandes Alors que le mascarades, impostures qu'on n'ait jamais entendues. et des deux côtés, c'est Édouard l'abîme, Jordan l'abîme, hein. On n'a pas le choix. Surtout qu'encore une fois, encore une fois, c'est un théâtre politique, puisque de toute façon, que ce soit Jordan ou que ce soit Édouard, toujours, l'Europe, toujours, quoi. L'Europe sera toujours là. Donc, de toute façon, D'où la il faut nécessité d'un candidat tout à Frexit. fait. Il faut un Voilà. candidat et Frexiteur, bien sûr. Et bien sûr, sur ces mots, on va se quitter. Très bel entretien, merci Antoine. Ce n'est que la première partie, hein, parce que il y a d'autres éléments qui vont suivre. On n'a pas épuisé, bien évidemment, le sujet. Donc, merci beaucoup Antoine et à bientôt pour un nouvel entretien. À bientôt.